Un bonsoir pascal pour un dimanche pascal, ensoleillé ici, c'est-à-dire à Paris et sur la majeure partie de la France, mais gris là, dans le Midi, eh oui. Dimanche pascal fervent à Rome, mais pas à l'abri de menaces à Jérusalem, et puis toujours avec les conflits, le Liban et les problèmes qui restent en suspens, ainsi chez nous la contestation de la réforme du second cycle par les étudiants. Rome d'abord, la foule des fidèles, place Saint-Pierre, ce matin. 13h, heure française, 200 000 fidèles viennent de suivre l'office pascal célébré par Paul VI en plein air sur le parvis de Saint-Pierre. La foule attend la bénédiction pontificale Urbi et Orbi, à Rome et au monde. Bénédiction qui sera précédée du message pascal. Dans son homélie, Paul VI définira la conception de l'Église à propos de la résurrection de Jésus, résurrection littérale et non symbolique, gage de progrès humain, social et économique, mais aussi de progrès spirituel. Puis Paul VI souhaitera bonne Pâques au monde en 12 langues, dont l'arabe et l'ukrainien. A quanti ci ascoltano di espressione italiana, noi gridiamo Buona Pasqua! Di espressione francese, Sainte et joyeuse fête de Pâques. Et c'est la bénédiction. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos, et maneat semper. Cela, c'était en début d'après-midi, mais hier soir, dans l'atrium de Saint-Pierre, Paul VI célébrait l'office pascal au cours duquel il devait baptiser 4 adultes, un jeune New-Yorkais ainsi que 2 hommes et une jeune fille du tiers-monde. La cérémonie devait durer près de 2h30. Ainsi s'achève aujourd'hui pour Paul VI une semaine éprouvante sur le plan physique. On sait que le souverain pontife souffre d'une arthrose, ce qui ne l'a pas empêché de célébrer toutes les cérémonies de la Semaine Sainte, Jeudi Saint, Chemin de Croix du vendredi, ainsi que les longs offices d'hier et ce matin. Leçon de stoïcisme et de courage donnée au monde par le successeur de Saint-Pierre, à la mesure de cette célébration pascale, qui, au dire même de Paul VI, est au sommet du christianisme. À Jérusalem, des milliers de pèlerins, chrétiens et israélites, ont célébré leurs Pâques respectives ce dimanche. La ville est restée calme, et d'ailleurs les autorités avaient pris d'importantes mesures de sécurité pour éviter tout incident. C'est au nord, dans une localité située sur la route de Nazareth, et en Cisjordanie que la tension a été plus vive. À Ramallah, après un meurtre politique vendredi, un enfant de 6 ans a été tué hier, il a été enterré ce matin. À Jéricho, une marche pour que le gouvernement d'Israël conserve la Cisjordanie annexée. Des milliers d'Israéliens ont défilé d'un côté, des milliers d'Arabes ont d'autre part protesté en silence. Ramallah, à quelques kilomètres de Jérusalem, en Cisjordanie occupée. C'est dans ces territoires qu'il y a une semaine à peine la population arabe a voté massivement en faveur de l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine. À nouveau dans cette ville, hier et ce matin, de très violents heurts ont opposé musulmans et soldats israéliens. Un garçon de 6 ans a été tué hier par les policiers israéliens alors que les manifestants jetaient des pierres sur les forces de l'ordre. Aujourd'hui, théoriquement, le dimanche n'est pas un jour chômé chez les musulmans, mais les commerçants de cette ville, Ramallah, ont préféré fermer leurs boutiques. C'est en fin de soirée qu'auraient dû avoir lieu les funérailles du jeune garçon. Tous les notables ont demandé au gouverneur militaire de retirer les forces de sécurité lors des obsèques du jeune écolier. À cette tension extrême risquent de s'ajouter maintenant et encore de violents incidents. En effet, à quelques kilomètres à peine de la ville de Ramallah, une marche de colons sauvages, c'est-à-dire les Israéliens qui veulent à tout prix vivre dans les territoires occupés, est partie en direction de Jéricho sur la rivière du Jourdain. Cette marche doit durer 2 jours.
Le but de cette manifestation d'extrémistes israéliens, forcer le gouvernement israélien à intégrer, et cette fois définitivement, cette Cisjordanie au territoire d'Israël. Pas de cloche de Pâques au Liban, des détonations et des tirs d'armes automatiques la nuit dernière. On s'est encore battu, un peu moins que la veille, mais on s'est battu tout de même. Alors que le 35e cessez-le-feu est théoriquement en vigueur. Et puis la course à la présidence a commencé. Depuis hier, le président Frangier a officiellement accepté de signer l'amendement constitutionnel qui va permettre l'élection de son successeur. Le pays est en lambeaux, mais on n'enregistre pas moins de 17 candidats pour prendre sa tête. Le pays est en lambeaux et son armée. Ces quelques blindés qui brûlent ici leur dernière goutte de carburant pour nous faire cette démonstration de force, c'est à peu près la seule image de l'armée libanaise régulière, aujourd'hui complètement éclatée. Ces soldats chrétiens qui se sont regroupés dans un couvent des environs de Beyrouth, sous la protection des moines, font partie des quelques centaines de militaires qui n'ont pas abandonné l'uniforme pour rejoindre les milices, les déserteurs ou les putschistes. L'armée libanaise, qui comptait près de 15 000 hommes, est entièrement à refaire. Ces soldats n'ont même pas un fusil chacun. Leurs camarades, déçus par l'armée, se sont enrôlés dans les milices chrétiennes ou musulmanes, emportant leurs armes avec eux et tout le matériel. Pourtant, quelques officiers chrétiens n'ont pas perdu espoir. Ils veulent refaire l'unité de l'armée. Ce colonel a regroupé ici quelques dizaines de soldats de son bataillon et croit encore à la réconciliation entre militaires chrétiens et musulmans. Affirmatif parce que nous n'avons pas coupé les ponts entre les gens de la communauté musulmane et les gens de la communauté chrétienne. Nous avons toujours des contacts, nous avons les mêmes objectifs, nous avons les mêmes buts et nous travaillons tous pour l'unité du Liban, pour l'intégrité du Liban, pour l'unité nationale. Mais chez les militaires musulmans, qui ont pour la plupart déserté l'armée régulière, on n'a guère envie d'être à nouveau soumis à l'autorité d'officiers chrétiens. Ils sont près de 4000 aujourd'hui à former leur armée, l'armée du Liban arabe. Ils ont gardé leurs canons et ce sont eux qui avaient tiré sur le palais présidentiel pour forcer le chef de l'État à démissionner. Ils ont gardé aussi leur uniforme, mais portent en plus le kéfier des fédayines. Ils veulent faire une armée libanaise plus engagée dans la guerre contre Israël, aux côtés des Palestiniens, et ils demandent aussi que l'on supprime les privilèges des chrétiens au sein de l'armée. Il faut annuler le confessionnalisme et assurer la justice à l'intérieur de l'armée. Toutes les postes importants, les commandants des régions, la plupart des commandants des régions, sont pour une communauté bien déterminée, pour la communauté maronite. Oui. Reste une troisième petite armée au Liban, celle du général Ardab. Depuis sa tentative de coup d'État, il est resté avec ses hommes dans la zone tampon qui sépare forces chrétiennes et forces musulmanes et défend sa petite république formée de quelques pâtés de maison. À mi-chemin entre les deux camps, il veut réconcilier tout le monde pour faire une nouvelle armée libanaise qui devra mieux affronter Israël. Mon ami, nous sommes toujours en état de guerre avec Israël. Tant que le problème palestinien n'est pas résolu, j'estime que l'armée libanaise a son rôle à jouer. En collaboration avec l'armée syrienne et l'armée jordanienne et les autres armées. Et les Palestiniens aussi. Voilà qui promet d'autres combats. En Chine, on se demande si la lutte de tendance qui a abouti il y a une dizaine de jours à la destitution de Deng Xiaoping ne va pas se poursuivre par une nouvelle épuration. Le quotidien du peuple, l'organe du Parti communiste chinois, publie ce matin un éditorial circonstancié qui exprime sans doute les vues de l'avant-garde radicale du parti et qui demande l'élimination politique de personnages importants comme l'ancien vice-premier ministre. Ils sont une bande de contre-révolutionnaires opposés au parti, au peuple et au socialisme
qui représente, si l'on en croit le journal, le vent déviationniste droitier des génies malfaisants qu'il faut mettre au pas. Autre dissension en Pologne. Après des mois d'amélioration évidente dans les rapports entre l'Église et l'État, un discours du cardinal Wyszynski, primat de Pologne. Il demande aujourd'hui le respect des droits des citoyens qui se sont prononcés contre la réforme de la Constitution il y a 2 mois, et il reproche au pouvoir d'entraver l'exercice du culte. Chez nous, on repart l'élection, une élection partielle pour laquelle la campagne commence demain, celle de la première circonscription d'Indre-et-Loire, où Jean Royer, face à 7 autres candidats, tentera de reconquérir le siège de député qu'il avait quitté quand il était devenu ministre du gouvernement de M. Messmer en 1973. On reparle du pouvoir dans les hebdomadaires. Jean-Jacques Servan-Schreiber, qui s'en prenait il y a une semaine à Jacques Chirac, demande maintenant dans l'Express qui est encore pour Giscard. Le problème est, pour JJSS, que s'il y a peut-être quelques 40% de Français derrière l'actuel coordonnateur délégué, entendez le Premier ministre, il n'y en a pas substantiellement davantage, à l'heure qu'il est, derrière le président. De son côté, dans sa lettre d'avril, Michel Jobert estime que François Mitterrand a probablement raison quand il proclame que c'est désormais une majorité minoritaire qui gouverne le pays. Mais tout compte fait, précise l'ancien ministre des Affaires étrangères, cela importe peu, s'il s'inspire non du désir de l'emporter par tous les moyens aux prochaines élections, mais des seuls intérêts de toute la collectivité française, ce gouvernement, cette majorité, peut échouer certes, mais il aura tracé une voie salutaire. Chez les étudiants réunis à Toulouse depuis hier en comité de coordination, une nouvelle journée d'action est prévue la semaine qui vient. Ce sera le vendredi 23. La décision a été prise par 330 délégués représentant universités, instituts et grandes écoles. Le comité de coordination a constaté ce qu'il nomme le désarroi du gouvernement. Il entend renforcer son action, établir une nouvelle plateforme de lutte. Il prévoit le développement de la grève générale. Il insiste sur la nécessité d'une jonction avec les syndicats ouvriers et les travailleurs. Une nouvelle réunion de ce comité de coordination se tiendra à Paris, cette fois le 27 avril. À Rouen, aujourd'hui, le ministre de la Justice, Jean Le Canuet, a reçu Marie-Josée Agré. Depuis 5 ans, de prison en prison, Roland Agré, condamné en 1973 à 15 ans de réclusion criminelle pour complicité d'assassinat, Roland Agré crie qu'il est innocent. Depuis 32 jours, le détenu ne se nourrit plus et depuis 12 jours, son épouse en fait de même. Marie-Josée Agré demande la révision du procès, la mise en liberté provisoire de celui qu'elle a épousé en prison il y a 4 ans. J'avais demandé des audiences je n'ai jamais eu de réponse. Chaque fois que j'allais au ministère de la Justice, j'étais reçue par des secrétaires qui me disaient que Jean Le Canuet était à Rouen. Donc j'ai pensé qu'en ce jour de Pâques, comme il est chrétien, il devait se rendre à la messe. Et je suis allée moi-même à la cathédrale de Rouen, où j'espérais le rencontrer. J'ai vu l'archevêque qui est intervenu, et puis finalement des amis m'ont porté jusque devant la porte de Jean Le Canuet qui m'a reçu à son domicile personnel. Je suis restée à peu près 40 minutes avec lui en tête-à-tête. Je lui ai demandé quand aboutirait la révision du procès, enfin du moins l'enquête, et il m'a affirmé qu'elle serait finie en fin de semaine, début de semaine prochaine. Alors là, je lui ai fait remarquer qu'il disposait de l'article 624 du Code de procédure pénale qui pouvait lui permettre de libérer Roland immédiatement. Et là, il m'a précisé qu'il ne pouvait pas le faire tant qu'il n'avait pas des précisions sur l'enquête, tant qu'il ne s'était pas fait une idée. Donc à mon avis, si à la fin de la semaine on a le résultat, si c'est positif, il peut très bien libérer Roland. Est-ce que vous êtes fondé à croire ces réponses du garde des Sceaux ou est-ce que vous pensez qu'on vous fait encore attendre une semaine de plus ? Écoutez, je sais que déjà une semaine c'est très très long, j'ai essayé de raccourcir le délai mais c'est impossible. La procédure est telle qu'on ne peut rien faire et je veux croire le garde des Sceaux, je ne pense pas qu'il m'ait menti, et vraiment je veux le croire. De toute façon nous ne céderons jamais, ça il le sait très bien. Il m'a précisé qu'il ne céderait pas au chantage, mais nous ne céderons pas non plus, c'est sûr. Avez-vous l'impression que votre mari et vous-même pouvez encore attendre une semaine ? Oui, le garde des Sceaux m'a demandé de prier Roland de remanger. Et quand je lui ai dit que c'était impossible, il m'a dit « Je regrette beaucoup que vous ayez si peu d'influence sur votre mari » et je lui ai précisé que j'en avais peut-être trop eu par des mensonges, même peut-être par des choses qu'on m'a fait croire à moi et que j'ai fait croire par la suite à mon mari. Et il m'est absolument impossible de le faire cesser. Et de toute façon, on tiendra jusqu'au bout. Hein. Si ça se termine très mal, on saura qui est le responsable. C'est tout. Le garde des Sceaux vous a reproché de faire une pression, de faire un chantage sur lui ? Oui, il m'a dit qu'il n'était pas tellement heureux des
dispositions qu'on prenait, enfin des manifestations. Mais que faire d'autre? La justice sera équitable pour tous, a affirmé tout à l'heure le garde des Sceaux après avoir reçu Marie-Josée Agré. Il précise aussi qu'il a accepté cette rencontre dans un but humanitaire et pour une justice équitable. Le garde des Sceaux a dit effectivement qu'il devrait connaître dans une huitaine de jours les résultats de la procédure en cours. Je ne peux, dit M. Le Canuet, céder à un chantage, mais je ne peux accepter qu'un innocent soit une victime. Après l'expulsion de France, il y a 48 heures, de 16 travailleurs immigrés logés dans les foyers Sonacotra, une précision du ministère de l'Intérieur. Ces expulsions ont été motivées notamment par des actions pouvant troubler l'ordre public et non dictées par la grève des loyers. Le ministère donne des exemples d'extorsion de fonds et de violence. Même en parlant cinéma, il faut tenir compte de cette tendance, la violence. On vit aujourd'hui comme si la menace à la bombe pouvait tout régler, dans le sens, bien entendu, de ceux qui la pratiquent ou qui l'entendent ainsi. François Chalais. Une bombe, l'autre nuit, a explosé dans un cinéma à Paris. Une autre a été désamorcée de justesse quelques minutes avant la première séance de l'après-midi. Renseignement pris, on avait voulu empêcher la projection d'un film. Comment aurais-je pu résister à l'envie d'aller voir à quoi ressemblait une si éclatante colère? Je serais toujours un incorrigible badaud. Malheureusement, lorsque je me suis trouvé devant la porte du cinéma, eh bien, on avait déjà retiré le film de l'affiche pour des raisons de sécurité, paraît-il. Qu'y avait-il donc dans Gloria Mundi, c'est le titre de cet ouvrage, qui justifia aux yeux de certains la décision qu'ils ont prise de mettre en danger la vie des gens? Je suis d'autant plus à l'aise pour parler de cet ouvrage, j'ai fini par le voir, que ce film, en d'autres temps, malgré ses qualités parfois remarquables, n'appartient certainement pas à ceux pour lesquels je me battrais. Une comédienne poussant jusqu'à l'absurde sa passion pour son métier et son engagement politique décide de subir elle-même les tortures qu'elle est supposée endurer dans un film. C'est plutôt pénible, d'autant plus qu'à la fin, elle apprend qu'elle a été dupée, qu'elle a été flouée par ceux qu'elle considérait comme les nouveaux messies d'une société libérée. Mélangeant Dostoïevski, Kafka, Gramsci, Ravachol, c'est souvent très beau, mais c'est aussi souvent très difficile à supporter, même intolérable. Il est regrettable en particulier que le metteur en scène, Nikos Papatakis, fasse faire systématiquement de la surenchère à l'horreur. Finalement, il dénonce, et c'est très beau, et c'est à encourager, la misère, les souffrances d'un peuple, de gens qui sont persécutés pour leurs idées. Encore bravo, mais ces chambres de torture ressemblent trop souvent à des chambres d'écho. Alors on s'interroge, on se demande où se trouve au cinéma la frontière entre le désir de changer le monde, de pourfendre, d'accuser l'abominable, et celui de faire entrer des gens dans des salles, au besoin en flattant chez eux ce qu'il faut bien appeler une curiosité malsaine. Est-ce que d'autre part, on combat toujours pour une bonne cause quand on a l'air de vous claironner au détour de chaque image, admirez comme mon talent est original. Mais aujourd'hui, le problème n'est plus là. Que des gens s'indignent, soit, qu'ils veuillent conserver de leur passé le seul souvenir d'une légende triste où Saint-Georges serait terrassé par le dragon, c'est leur droit. Peut-on tolérer cependant que leur rêve pour s'exprimer s'affuble du déguisement de la mort? Au cinéma comme ailleurs, la liberté est un bien trop précieux pour qu'on en abandonne le contrôle à des poseurs de bombes. Bien, cela dit, que ça ne vous empêche pas d'aller au cinéma, il n'y a pas que des bombes dans les salles. On souhaiterait même parfois que certains films fussent davantage explosifs. En attendant, La femme du dimanche de Luigi Comencini est un excellent suspense policier qui va plus loin qu'il en a l'air. Il mérite votre visite. Et de même, Une femme sous influence de John Cassavetes, qui est délirant et passionné. Le Plein de Super aussi est la meilleure façon de marcher, de films jeunes où vous découvrirez quelques-uns des meilleurs acteurs de demain. Et naturellement, mes 3 chevaux de bataille préférés du moment, Vol au-dessus d'un nid de coucou, L'argent de poche et L'honneur perdu de Katharina Blum. Allez au cinéma, mais pour les musées, attention, certains syndicats de gardiens de musées ont déclenché des grèves dans les musées nationaux. Le mouvement est diversement suivi. Le plus prestigieux de tous nos musées, le Louvre, est largement ouvert, mais à Versailles, les touristes tournent en rond dans la cour d'honneur du château. C'est une des mauvaises surprises du long week-end de Pâques. L'autre surprise étant bonne, celle d'un grand soleil estival sur la moitié nord de la France, à l'exception de quelques nuages côtiers. À Paris, sous la tour Eiffel, sur les pelouses encore préservées des tours envahissantes, le thermomètre atteignant les 20 degrés est encore loin de la Pâque la plus chaude de ces dernières années, c'est-à-dire des 32 degrés de 1959. Mais quand on pense que l'an dernier, le temps était presque à la neige,
Aussi, l'afflux touristique est-il souriant et bon enfant partout dans la capitale. Mais quand le Nord est content, le Midi peut l'être moins. Grisaille aujourd'hui sur la Méditerranée et du vent. On a même dû annuler la deuxième journée de la semaine olympique des régates d'hier. Demain, retour du soleil du nord du Midi jusqu'au nord de la région parisienne, avec tout de même sur la Bretagne le bassin aquitain des nuages et des orages. Quant au tiercé du jour, couru à Auteuil, vous en voyez l'arrivée diffusée en direct sur cette chaîne cet après-midi. La combinaison gagnante, c'est le 17, le 11 et le 28. Après les sauts et quelques chutes spectaculaires, nous allons voir ces chevaux, le 17 en tête, le 11 en deuxième position, le 28 en troisième franchir la ligne d'arrivée. Oui, décidément, bien des chutes spectaculaires. Quant au rapport, il est de 2383 francs pour 1 franc dans l'ordre d'arrivée conforme et de 476 francs et 60 centimes pour 1 franc dans l'ordre différent. Je suis navré de ne pas vous donner le rapport multiplié par 5 la base minimum, mais je n'ai pas eu le temps de le calculer. Répétons donc, 2383 francs pour 1 franc dans l'ordre et 476 francs et 60 centimes pour 1 franc dans l'ordre différent. Philippe Arroir pour le dernier journal, en fin de programme. Merci de votre attention.